Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, un nouveau podcast Histoire. Grand sujet aujourd'hui avec Mustapha Qadiri. Salut Mustapha. Bonjour. Comment vas-tu ? Très bien, content de retrouver Radio Ma'arif. Écoute, on est content de te recevoir. Et les gens sont contents de t'entendre d'ailleurs. On a des bonnes remarques chaque fois que tu viens. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Alors aujourd'hui, on voudrait parler des Goumiers, c'est-à-dire les soldats marocains qui ont combattu sous le drapeau français d'ailleurs. Enfin, je te laisse décrire ce qu'est un Goumi en fait. Le Goum. Même les Français ont oublié l'origine du mot, parce que c'est un corps d'auxiliaires indigènes, comme ils les appellent, qui est né en Algérie, à l'ouest exactement, vers 1840 et quelques, dans l'histoire de la lutte contre Abdelkader. Ils avaient commencé à créer des troupes indigènes. Ils en ont créé 3 en Algérie, et après ils vont les reproduire partout, en Tunisie, au Maroc, en Afrique de l'Ouest française, surtout en Mauritanie, Mali. Donc le modèle c'est l'Algérie quoi. Absolument. C'est la première occupation et puis c'est les premiers tests et expériences. Et comme ils avaient besoin de troupes, donc ils organisent 3. Ils les appellent comme tels. Ils commencent par un corps qui s'appelle les Zouaves, d'où les expressions faire les Zouaves, Ouais. qui sont à l'origine des Zouawa, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui les Kabyles. Sauf que c'est un corps rapidement qui ne va pas fonctionner, puis finalement ils vont garder le nom, mais ce sera les Français qui vont être recrutés dans le corps des Zouaves. Mais à la base c'est les Zouawa. C'est quoi les Zouawa ? Les Zouawa, c'est le nom originel de la Kabylie. Ah d'accord. La Kabylie, c'est la Kabaïl, c'était les tribus. La Kabylie, Kabaïl, c'est les tribus. C'est les tribus. C'est de l'arabe en fait, c'est de l'arabe. C'est les. Non. L'arabe, ils disent l'Achaïr. D'accord. Ils utilisent. باللغة العربية ما كاينش قبائل. Là, si, ou les Merci quand même. Tu vas pas me dire non. Non, J'ai fait des في الموyen-orient, ils utilisent le mot l'Achaïr. D'accord. Là, تنقولوا القبائل. Oh. القبائل, à l'époque ottomane, c'était les tribus insoumises aux Ottomans. فيهم les Zouawa ou les Gouawa. Donc les Zouawa هما الأمازيغيين ديال الجزائر. Non, غير ديال ce qu'on appelle aujourd'hui la Kabylie, ديال les Babors, la chaîne de montagne à côté de. هما ils ont 2 grandes confédérations, c'est ça ? Absolument. Zouawa et Gouawa. D'accord. Gouawa شكون هما ? تغني يدير Zouawa. D'accord. C'est qui les Gouawa ? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les Kabyles, la petite Kabylie, la grande Kabylie. Là, les Zouawa tu viens de dire. Les Zouawa et les Gouawa. Aujourd'hui, ils sont divisés en grande Kabylie, petite Kabylie, c'est-à-dire la Kabylie maritime et la Kabylie de montagne. D'accord. Ils n'ont pas des Chaouïas les Chaouïas ? Si, les Chaouïas sont à l'est, justement, c'est le deuxième corps qui va être basé sur les Chaouïas, ça s'appelle les Spahis, les cavaliers. D'accord. Donc les Zouaves, c'est les Kabyles, et les Spahis, C'est les Chaouïas. c'est les Chaouïas, d'accord. Mais, comme j'ai dit, les Zouaves vont tout de suite switcher vers un recrutement purement français, Et dès les l'installation. Spahis, ouais, d'accord. Les Spahis, c'est un terme turc qui désigne les cavaliers. Oui. Alors, d'où le Sbahi. D'ailleurs, on a un style de fusil qu'on appelle le Sbahi aussi. Donc, on a... Sbahi, ils sont surnommés au Maroc Sbahi, exactement. في الرقادة كاينين. Et ben, السبيسية. Sbahi, Ceux qui dansent avec les- c'est une déformation du Sbahi. D'accord. La cavalerie turque ottomane que les Français reprennent et ils l'ont... Finalement, si les Zouaves ne marchent pas, c'est eux les premiers Goumis en fait. Non, j'ai dit il y avait les Zouaves, il y avait les Spahis, et le troisième corps, c'est les Goumiers. D'accord. Alors, les Français aujourd'hui ont oublié, même les historiens de l'armée ont oublié l'origine, ils disent Goumier, c'est une déformation de Qawm, il y a d'autres qui disent non, ça vient de Qama. Eh ben non, pas du tout. Les Goumis sont originaires d'une tribu qui s'appelle Goumia. Ça te dit quelque chose ? Goumia ? Oui. Là. Abdelmomen el Goumi. Ah oui, Goumi, bien sûr. Bien sûr, l'Almohad. Exactement. D'accord. Parce qu'ils sont à la limite, à la lisière aujourd'hui de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Eh ben, c'est ça la base du Goumier. Je te dis, même les historiens de l'armée ont oublié d'où ça vient. Tu es sûr là parce que tu Et m'as certains, écoute, c'est mon boulot, c'est mon métier. Je te dis, quand tu regardes même une encyclopédie des affaires indigènes publiée par les anciens du Maroc et d'Algérie en France, ils répètent Qawm, Qama, Lawar Qawm. Non, Goumia, la base de recrutement de ces premières troupes auxiliaires.
Donc les premiers goumiers sont la tribu de Goumiades, l'Almohad. qui sont rentrés au service du français contre Abdelkader d'abord. Paraît-il même, ça existe. Là, on est au 19e siècle. On est au 19e siècle, vers 1845, à peu près. Sauf que je te dis que les Français ont oublié l'origine du mot, etc. Parce qu'ils ont fait un recrutement tribal, territorial. Première question, là, puisqu'on est entre la frontière maroco-algérienne. Oui. Et Abdelkader aussi. Oui. On va utiliser les goumiers contre Abdelkader. Il n'y a pas des problèmes de... Il n'y a pas de début de solidarité entre ces goumiers et les insurgés. Non, il y avait une résistance au début, mais au fur et à mesure de les tribus vaincues, une fois vaincus, les gens sont recrutés. Et c'est des auxiliaires, c'est-à-dire ils ne sont pas incorporés dans l'armée régulière elle-même. Ils sont considérés comme des auxiliaires, ils n'ont pas ce statut de militaire comme le furent les soldats. Qu'est-ce que ça veut dire auxiliaire concrètement? Supplétif. Ça te va comme explication? C'est le terme technique utilisé. C'est-à-dire il n'est pas habillé à la... Non, mais à part son look, il a un fusil et il tire sur des ennemis. Oui. Voilà, donc c'est un soldat. Sauf qu'il est habillé différemment. Il a le droit de vivre en famille. D'accord. Et puis les casernaires... C'est une sorte de freelance, quoi. En quelque sorte. Mais avec un contrat d'engagement, on parle même de go mixte. Alors ne t'inquiète pas, c'est pas des hommes et des femmes, c'est des cavaliers et des piétons. D'accord. D'accord. Non, donc ça se passe en Algérie, tout ça. Hein. Tout à fait. Bon, on passe au Maroc. Ça se crée au Maroc dès 1908, le débarquement de Casa, l'arrivée sur Casa, août 1907, et puis dès le début de l'expansion vers ce qu'ils appellent la conquête de la Chaouia, c'est-à-dire en sortant pour se donner de l'air, comme ils disaient, pour Casablanca, Mediouna, jusqu'à pratiquement la limite de Marbi, jusqu'à Guisser, jusqu'à Zmour, il crée ce corps d'auxiliaires indigènes pour assurer la police, comme ils disent, c'est-à-dire assurer la sécurité des arrières pour les troupes coloniales qui avançaient vers l'avant. Et ces troupes coloniales, c'était justement les goumiers algériens, les Spahis, les Zouaves, les tirailleurs aussi, un autre corps de réguliers. Ceux-là, ils sont réguliers, ils sont indigènes et réguliers. Les tirailleurs, c'est un corps né en Afrique de l'Ouest française et qui a été généralisé par la suite pour désigner les soldats indigènes recrutés et qui ont un statut militaire. D'accord. Ça remplace un peu le mot fantassin, en fait. D'accord. Alors, ils vont déjà être mobilisés dans la Première Guerre mondiale, si je me trompe pas. Ouais. Ils font déjà le boulot au Maroc, ils participent à toutes les opérations à partir de la Chaouia. Je crois qu'ils ont créé 6 goum, comme ils disent, c'est-à-dire 6 compagnies à peu près. Ils ont reproduit un petit peu le style de l'armée du Marzen, parce que nous, on avait des grades de Qaïd al-Raha et de Qaïd al-Mia. Tu te souviens, on en avait parlé. Ouais. Et Qaïd al-Mia, c'est le centurion, c'est le chef de sang, centurion que nous, on a gardé comme équivalent de capitaine. Donc, ils participent à toutes les opérations de l'expansion de partir de 1908 jusqu'en 1912. Et puis, après le protectorat, le recrutement a été généralisé. Et à chaque création de nouveaux postes, quand on installe un officier des affaires indigènes, on lui adjoint toujours une caserne de goumiers, avec un autre corps aussi, les moukhazni, pareil, c'est-à-dire des auxiliaires administratifs qui travaillent avec l'officier, qui sont en service un petit peu au niveau de l'administration, et ces goumiers qui étaient en caserne à côté. Donc pratiquement tous les postes étaient dotés de petits casernements de goumiers qui ont le droit de vivre en famille, qui habitent à la marocaine, en djellaba, qui s'habillent en djellaba, en sandales de caoutchouc, là, ce qu'on appelle les Michelin, Raza, cet aspect dit pittoresque, justement, qui a créé énormément de légendes autour de ces gens-là, qui sont des soldats qui ne le sont pas, qui sont des réguliers mais qui ne le sont pas, qui font la guerre comme tout le monde, et même une sorte de guérilla dans la guerre. Et justement, malgré la récente arrivée des troupes d'occupation, la récente occupation de quelques parties du Maroc, pratiquement de l'axe Oujda jusqu'à Casablanca, en passant par Guersif, Taza, Fès, Meknès, jusqu'à Casa, pratiquement jusqu'à Marrakech, c'est-à-dire la zone un petit peu des plaines, et les 2 derniers grands points qui ont été occupés avant le déclenchement de la guerre, c'était Taza et Khnifra. C'est les 2 points avancés au niveau du Moyen Atlas. Pour le Haut-Atlas, c'était Marrakech, et bien sûr, le Haut-Atlas qui est regardé avec la politique des grands caïds qui ont assuré le boulot à la place des troupes françaises. Donc voilà la topographie. Pour que la France demande à Lyautey pendant la Première Guerre mondiale d'arrêter les opérations, de se replier même sur la côte
de préférence et d'envoyer le maximum possible de troupes. C'est là qu'il a sorti sa fameuse phrase « vider la langouste et garder la carapace », c'est-à-dire envoyer les soldats, mais garder les positions parce que il leur disait, si on se replie sur la côte, on est fini avec nous, parce qu'ils vont nous suivre, et bien sûr, c'était un calcul assez judicieux de sa part. Et on envoie des soldats français, des troupes coloniales d'Algérie, de Tunisie, de ce qu'on appelait les Sénégalais d'une manière générique, qui sont en fait toute l'Afrique de l'Ouest française, qu'on appelait les Sénégalais, parce que tout simplement ils ont embarqué du Sénégal. Et on participe, les Marocains en tout cas sont mobilisés, les goumiers, les tirailleurs, à peu près à hauteur quand même de 40 000 soldats en tout pour la Première Guerre mondiale, c'est pas négligeable, dans une situation encore très fragile. À peine il tient, d'ailleurs c'est là que arrive l'histoire de l'Héris, son impact sur la présence française, sur l'arrivée de l'information au niveau de la presse en France, en Allemagne, etc. et tout ce qu'on est suivi. Et même le recrutement des Marocains, des zones déjà soumises, c'est-à-dire cet axe qui va d'Oujda à Casa et de Casa jusqu'à Marrakech avec toutes les plaines et les premières montagnes collines du Moyen Atlas, et ben on va réussir à créer des groupes de goum marocains, des spies marocains, des tirailleurs marocains, des divisions de montagne marocains. Je veux dire, il y a énormément de noms, de catégories qui ont été incorporés dans les différents corps de l'armée française qui ont participé à la Première Guerre mondiale, au moment où, je veux dire, au début, on mobilisait aussi beaucoup les Algériens, les Tunisiens, comment on les appelle, les Sénégalais, mais aussi les Marocains au début. Dès le début de la guerre, elle envoie, je crois, à peu près 3 000 à 4 000 soldats dès le début. C'est-à-dire, il les prélève sur ces... Je crois, l'IOT avait prélevé jusqu'à 60% de ses effectifs militaires au Maroc entre 14 et 18 pour envoyer tout ça au front, en Europe, et tout en gardant ses positions au Maroc. Alors on a un podcast sur la Première Guerre mondiale qu'on a fait avec un professeur qui s'appelle Riera, qui est d'ailleurs l'auteur d'un très beau livre, plein de photos incroyables, parce que si vous pouvez vous le procurer, il est en plus l'associé, je crois que les bénéfices sont reversés à l'association, c'est associatif, et c'est incroyable parce que en fait vous allez voir tous ces gens-là dont il est question prendre une humanité, parce qu'ils sont souvent photographiés en train de dîner ou de danser, de faire la fête. Pourquoi ? Parce que le photographe de l'armée, photographie ce qu'il ne connaît pas, parce qu'il surprend. Donc c'est beaucoup de... Pendant les pauses à l'arrière, parce que il faisait beaucoup de francs, et à un moment donné, elle revenait à l'arrière pour se reposer. Voilà. Et surtout, ce qui intriguait beaucoup, c'était cette chevelure. Ils avaient, justement, ils appliquaient pas leur régime militaire strict, c'est-à-dire il faut se raser la tête, etc. Non, ils gardaient leur chevelure, et d'ailleurs ça faisait peur. Aux Allemands, ils les surnommaient les hirondelles de la mort. Les hirondelles de la mort, ça c'est la deuxième guerre qui arrive, à partir de 1939. Alors, je voudrais bien basculer sur cette guerre-là. Déjà, après la Première Guerre mondiale, les Goums participent à l'occupation du Maroc. C'est-à-dire, quand on essaie de comprendre le mécanisme, c'est la mobilisation des troupes coloniales d'Algérie, de Tunisie, de l'Afrique de l'Ouest, plus les recrutements locaux. Et imagine même, il y avait pas mal de désertions au niveau du Moyen Atlas, beaucoup de désertions, pas mal. Au niveau de la guerre du Rif également, des tirailleurs, des goumiers, des Algériens, des Marocains, les légionnaires également, qui désertaient pour rejoindre les résistants. Et donc toute la guerre du Maroc côté français, peut-être on abordera un peu le côté espagnol, parce qu'ils avaient aussi si j'ose dire, leurs goumiers, ce qu'ils appelaient les regulares dans le nord, et les tropas nomadas au Sahara. Et ils participent à toute la guerre de la conquête du Maroc, y compris cette transfert de population de région à une autre. On a énormément aujourd'hui de Marocains du nord qui habitent dans le sud, du sud qui habitent dans le nord, parce que leurs arrière-grands-parents étaient des soldats, et une fois ils prennent la retraite, elles restent là où ils sont. Alors on va laisser l'Espagne de côté, c'est un autre sujet, on va se concentrer sur la France, et sur ce deuxième grand moment de la mobilisation marocaine, c'est donc la Deuxième Guerre. C'est un peu leur gloire, si j'ose dire, parce qu'on a énormément de publications, contrairement à la Première Guerre mondiale, on n'a pas beaucoup de souvenirs
souvenirs et de mémoire des officiers qui ont travaillé pendant la Première Guerre mondiale, qui ont laissé des écrits par rapport à ceux qui ont fait la Deuxième Guerre mondiale et qui ont même été très influents. Ils sont devenus des personnages très importants dans la vie politique française ou même au niveau de la résidence, parce qu'on a eu 2 chefs militaires de la Deuxième Guerre mondiale qui sont arrivés pour être des résidents généraux, à savoir le général Join qui est devenu le maréchal Join, et puis le général Guillaume, le copain de Ben Arfa, si j'ose dire, pour donner un repère dans l'histoire. Et cette performance de la Deuxième Guerre mondiale, elle ne vient pas du néant non plus, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avec les commissions d'armistice, la défaite, Vichy qui signe l'armistice avec Hitler, etc., et parmi les articles de l'armistice, c'est que la dissolution d'une grande partie de l'armée française. C'est-à-dire Hitler a imposé à Vichy de ne pas garder une armée importante. Voilà. C'est pour ça, par exemple, que le Britannique avait sabordé, fait couler la marine. La marine à Mers el-Kbir à Bouhran. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que Churchill a bombardé les navires français. Tout à fait. Voilà. Et Toulon, pour pas se les reprendre avec les Allemands. Et Toulon s'est auto-sabordé, c'est-à-dire les officiers ont décidé de faire coller leur marine pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de Hitler, avec la reprise de la guerre après le débarquement américain. Oui, mais les Goumiers, justement, n'étaient pas dans ce cas-là. Non, pourquoi je dis ça? Parce que justement les commissions d'armistice sont arrivées chez nous, et donc ils ont commencé à vérifier si Vichy a appliqué l'armistice, c'est-à-dire à peu près dissoudre l'armée et les Français de Rabat, et comment on fait avec les indigènes et tout ça, il y a une révolte, etc. Donc ils décident de camoufler ce qu'ils appellent opération camouflage, cacher une partie de l'armée dans le Moyen Atlas, l'habiller en indigène, et tout le monde devient police indigène. En fait, c'est l'habit du goumier qui va servir à quelques unités de l'armée française de se déguiser en indigène, en djellaba, en raza, en michelin, pour échapper justement aux commissions d'armistice qui disent non, ça c'est la police indigène, c'est pas grave. C'est ça qui va constituer le noyau de l'armée française, du corps expéditionnaire français qui va participer aux opérations de Tunisie, de Sicile, d'Italie, etc. plus tard. De Corse, parce que les Américains, quand ils sont arrivés, ils étaient là, bien sûr, avec beaucoup de détails, on en avait parlé, ils avaient même un brouillon de protectorat entre les mains au cas où les Français de Rabat ne seraient pas d'accord avec leur arrivée, etc. Ils allaient carrément déclarer leur protectorat sur le Maroc. Bref, ils ont fini par collaborer, les vichistes de Rabat, et après une longue histoire, en tout cas, Général Giroud débarque au Maroc, c'est le premier président du gouvernement provisoire, qui a réussi à convaincre les Américains que peut-être la France est occupée, mais nous avons une armée. Et cette armée, c'était les Goumiers. Alors, nous avons besoin de matériel, donnons-nous le matériel, et nous, on fournit les soldats. Et c'est comme ça que le premier noyau des unités françaises qui vont participer à la guerre de Tunisie va démarrer sous l'appellation des corps expéditionnaires français, parce que le temps de refaire tout l'arsenal militaire, c'est-à-dire de renouveler le recrutement, les entraînements, etc., que ce soit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, qui était occupée par les Allemands, il a fallu du temps, et ce n'est qu'après les opérations d'Italie que la France déclare avoir une armée, et elle s'appelle la première armée, c'est-à-dire après les opérations d'Italie qui étaient sous la coupe, ou le grand chef qui était le général Join, on va créer la première armée avec le général de Lattre de Tassigny comme grand chef, juste avant le débarquement de Marseille, de Provence, après le débarquement de Corse. Donc le fait qu'ils aient un noyau qui désigne qu'il y a des unités françaises a changé un petit peu la donne de point de vue français, parce qu'en principe la France est occupée, et pour les Américains, on va vous libérer, on verra qu'est-ce qu'on va faire de vous. Oui, il y avait, et je vais le dire différemment, il y avait un côté politique dans le fait que De Gaulle voulait que ce soit la France qui libère la France. Non, pas encore, on n'en est pas encore au moment de Gaulle, parce que c'était Giraud. Puis il y a une compétition entre Giraud et De Gaulle, et c'est De Gaulle, une fois il a pris les commandes, que la donne change, et puis il s'impose par lui-même, et aussi par l'héritage, parce que cette opération de la Corse faite, c'est Giraud, le général Giraud qui a donné l'ordre. Libérer une portion de la France sans participation des Britanniques et des Américains. Et pour lui, c'est des forces symboliques, parce qu'il faut aller montrer qu'on a une armée qui est capable de libérer la France une armée, et même les Goumiers. Donc en fait, la libération de la Corse, c'est les Goumiers. C'est les Goumiers. Voilà, c'est les Goumiers. Il y a beaucoup de textes là-dessus. Hein. Il y a bien des images, hein, même si vous allez les chercher. C'est le deuxième tabord.
Deuxième Tabor, et c'était très symbolique que ça soit libéré par une armée française, entre guillemets, c'est-à-dire sans participation des Anglais et des Américains. Alors il y a beaucoup de choses à dire sur la libération de la Corse, mais j'ai fait des recherches, on a même écrit un morceau là-dessus, sur l'attaque de nuit des collines, des montagnes escarpées corses, qui a effrayé véritablement les Allemands. Enfin, il y a beaucoup de littérature sur l'aptitude au combat, sur l'indifférence face à la mort, le col de Térim. Ouais. Le col de Térim, ça sonne à mesure, c'est bizarre en Corse, mais en tout cas, les deuxième Tabor était pratiquement chez lui, et surtout la spécificité justement, c'était un peu cette méthode de guérilla dans la guerre. C'était une troupe régulière, il agit à la régulière, il sait agir à la régulière, mais vu le relief, justement, c'était le dada des goumiers, comme c'était le cas dans le Moyen Atlas et dans l'Anti-Atlas. Donc du coup, ils sont retrouvés dans l'espace, quoi. J'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'il y a un aspect un peu... quand tu lis la littérature allemande au sujet de leur première rencontre avec ces goumiers, il y a un côté un peu... Il y a évidemment bien sûr beaucoup de racisme. C'est-à-dire que comme si la France avait utilisé une arme dégradante, c'est-à-dire de ramener des indigènes ou des Africains, alors que eux se voyaient comme étant une guerre entre Européens civilisés. C'est comme ça qu'ils décrivent quand on sait ce qu'ils ont fait, je ne sais pas si on peut utiliser ce mot de civilisé, mais en tout cas, on peut trouver la littérature qui décrit cette attaque des goumiers marocains comme un coup bas. Voilà. La deuxième chose que j'ai à dire, et là je te laisse la parole, c'est par rapport à un personnage qui s'appelle Boyer de la Tour. Qui est très intéressant, j'aimerais bien que tu nous en parles de ce bonhomme-là. C'est lui le chef du 10e Tabor. C'est ça. Et le colonel Boyer de la Tour, parce qu'un Tabor, même le mot Tabor, ça pose un problème. Quand j'ai cherché, il a été utilisé par les Turcs. Le dictionnaire dit que c'est un terme d'origine polonaise, qui signifie à peu près, pratiquement par métaphore, ça revient au même. Qui a influencé l'autre entre les Polonais et les Turcs qui utilisent ce terme pour désigner une sorte de régiment carrément. Allez savoir. C'est là quand on dit les 4 Tabors, c'est 4 régiments. Donc c'est combien de personnes en fait? C'est l'équivalent d'un régiment, donc à peu près ça fait un bataillon, ça fait 800 soldats, hein, donc un régiment ça peut aller jusqu'à 4000, 5000. Hein. D'accord. C'est pour ça qu'il y a un colonel à la tête, parce que ça fait régiment. Un seul régiment a libéré la Corse. Les 3 autres, ils étaient en Italie d'abord, et même en Italie, je veux dire, selon les documents disponibles, ils ont laissé une mauvaise image parce que c'était les ordres. Attends, on va passer à Monte Cassino après, mais je voudrais qu'on reste sur Boyer de la Tour, qui était en vérité... qui était qui, Boyer de la Tour? Boyer de la Tour, il est arrivé au Maroc, je crois, capitaine. Il a fait la guerre chez les Haït-Sarouchen. Il s'est même marié de là-bas. Voilà, avec une certaine Khadija. Khadija, elle a eu un garçon. Et ensuite, de là, il est passé à Wawizert, vers les années 30. C'est là que sa femme est décédée, elle est toujours enterrée là-bas. Ensuite, il a participé aux opérations dans cette zone entre Wawizert et le Zawiya Hansal. Et puis, je retrouve sa trace avec ce moment-là de la Deuxième Guerre mondiale. Il est un mazirophone, Boyer de la Tour. Oui, comme beaucoup d'officiers. Donc c'est juste pourquoi je voulais qu'on parle de Boyer de la Tour. Juste pour qu'on comprenne un peu les relations un peu complexes. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient coloniser, qui ensuite se marie, apprend la langue et recrute dans la tribu qu'il a gérée, parce qu'il a eu des responsabilités coloniales dans le système protectorat. Et c'est ces gens-là qu'il va prendre avec lui en Europe, dont une personne en particulier, qui est, si vous connaissez le football, le papa de Mustapha Albiez. Justement, son recrutement quand on est sur le Chen, c'est entre Boulmen et Taza. Voilà, justement, tout son régiment est issu de cette région. D'ailleurs, pour l'histoire, j'ai trouvé que, par exemple, un petit groupe, une petite tribu qui est membre de Haït Warain, cette tribu s'appelle Haït Alahem, il avait perdu 80% de ses jeunes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tous dans le Tabor de Boyer de la Tour. De l'orphelinat de Hermomo pour les enfants de ces soldats-là. Ensuite, pour les langues, non. Avant d'être affectés, les officiers des affaires indigènes suivaient une formation à Rabat de 9 mois à l'Institut de hautes études marocaines, où, à la fin, ils ont un brevet de la langue arabe et un certificat de ce qu'ils appelaient à l'époque l'arabe dialectal et de ce qu'ils appelaient à l'époque le dialecte berbère. Si tu n'obtiens pas au moins de certificats de dialectal et de berbère, comme ils disent, tu ne peux pas être affecté comme officier des affaires indigènes parce qu'il fallait partir avec des notions et des bases de la langue. Tu les apprends, il y avait des profs, tous les livres qu'on trouve un peu sur le marché, sur les Français de l'époque, ils ne le faisaient pas pour le plaisir, c'était des manuels, c'était des bouquins qu'on donnait aux officiers une fois sur le terrain pour potasser, comme ils disaient, pour améliorer leur langue.
Et une fois arrivés sur place, ils doivent continuer à s'améliorer pour pouvoir communiquer directement avec les populations, pour éviter les interprètes, parce que les interprètes, c'était les chaouches. Et les chaouches, c'est une autre histoire, à mon avis, ça mérite peut-être un sujet à part. Oublions les chaouches. Parce que, Et restons sur non, c'était la clé, la clé un petit peu du pouvoir. Et du coup, justement, la maîtrise des langues parlées par les Marocains était l'un des éléments fondamentaux de la formation des secours spécifiques aux officiers des affaires indigènes, les contrôleurs civils, les instituteurs, les médecins, toute personne, comme il disait, affectée au bled doit passer par cette formation qui durait 9 mois à Rabat. C'est l'ancêtre de la fac de lettres aujourd'hui. On a eu une grève. Enfin, on a un mouvement de protestation qui va se passer pendant cette Deuxième Guerre mondiale sur les sommes perçues par ces goumiers. Et alors la réponse de l'armée française, puisque c'est quand même des choses qui sont documentées, est magnifique. Ils leur disent, vous êtes moins payés que les soldats français parce que vous ne buvez pas de vin, donc vous n'avez pas grand-chose à acheter en vérité. Voilà c'est quelque chose qui est documenté. Tu confirmes? Oui, il y a beaucoup plus que ça, mais les goumiers, les tirailleurs se sont, se sont vengés autrement. Imagine par exemple, en Italie, les Américains avaient un problème de renseignement sur l'ennemi. Donc il fallait des prisonniers. Et c'est les goumiers qui se sont portés volontaires pour apporter des prisonniers. Alors imagine les Allemands en embuscade quelque part, et le goumier qui se pointe juste avec un couteau, il ne veut pas le tuer parce qu'il veut le prendre vivant. Et les Américains payaient par pièce. Tu amènes un prisonnier, on te paye. Et bien sûr, avant de le ramener, quand ils le prennent, bien sûr il y a beaucoup de pertes parce que... ils veulent pas, les gommiers ne veulent pas tuer, mais les Allemands se défendaient. Ils le dépouillent d'abord. Porte-monnaie, portefeuille, chaîne en or, une montre, les souliers, la tenue. Ils le ramènent nu. Et à un moment donné, il y avait inflation. Donc les Américains ont dit non, ça va, ça y est, on en a assez. Les Marocains, ils ont protesté. Je dis, pourquoi? Non, on veut continuer le business. Nous, on ramène les prisonniers, il faut nous payer. Ça, c'est noté par pas mal d'officiers. Ensuite, sur la question de la violence, les officiers français leur ont donné l'ordre de faire de la violence contre les Italiens. Alors, c'est la fin de la première partie de ce podcast. On va revenir sur cette violence, sur Monte Cassino, parce que c'est là-bas qu'elle s'est cristallisée et qu'elle a traumatisé. Rendez-vous dans la deuxième partie de ce podcast consacré aux goumiers. Ne bougez pas. À toutes. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.